Salut, on est là, on est content du coup, c'est cool, Nathalie nous a fait des pâtes. Du coup, petit module spécial Nicky Hopkins. D'ailleurs, ça sera un module qui reviendra aussi hein, sur la réhabilitation de musiciens un peu méconnus et en l'occurrence là d'un personnage qui est carrément présent sur quasiment tous vos disques préférés, j'ai envie de dire. Je suis bien sûr avec mon acolyte favori Benjamin Durand et on va parler un peu de Hopkins, Nicky Hopkins qui joue sur absolument tout. Je pense qu'on peut citer, tu me complètes si je dis des bêtises, mais il a joué avec dans les grands, les Beatles, les Stones, les Who peut-être, Led Zepp. Led Zepp non, mais les Kings, le Jeff Beck Group. Voilà, en fait. Au départ, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais il était pianiste pour Sheltami. Enfin, c'est lui qui l'a vraiment débauché. Il a commencé à faire toutes les sessions qui avaient lieu pour Sheltami. Et après, ça a été plus ou moins le pianiste officiel de l'Olympic Studio. C'est bien ça? Tu peux nous raconter ça de façon un peu moins cafouilleuse? Oui, en tout cas, il apparaît sur toutes ces sessions-là. C'était un session man, en fait, au même titre que des gens comme Jimmy Page et John Paul Jones avant qu'ils ne forment Led Zeppelin. Voilà, c'était des gens qui, dans le Londres de l'époque, étaient... on va pas dire des requins de studio parce que c'est plutôt un terme pour les musiciens américains de Hollywood, mais vraiment des session men. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Ray Davies lui a consacré une chanson qui est sur, je crois que c'est sur l'album des Kings de 66 dans le nom. Controversie. Non, celui d'après, celui qui est entre celui-là et Something Else. Celui où il y a la mémoire flanche aussi. Party Line et tout ça. Face to Face. Face to Face, merci. Donc c'est sur Face to Face qu'il y a cette chanson magnifique qui s'appelle Session Man, qui commence d'ailleurs par une espèce d'intro au clavecin. Donc oui. Ouais, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre ces session man qui existent beaucoup dans le milieu des années 60 et toute cette pléiade d'auteurs à chansons aux États-Unis Tim Panallet, tu veux dire? Voilà, tout à fait. Enfin, je veux dire, parce que c'était vraiment une conception du métier complètement différente qu'on a perdu aujourd'hui. Disons que ils étaient là avant tout parce que à l'époque, il ne faut jamais oublier que c'était les tout débuts de l'enregistrement commercial musical et que contrairement à des années après, à partir des années 70, 80, etc., il a commencé à y avoir des studios d'enregistrement un petit peu partout. À cette époque-là, les studios d'enregistrement en Angleterre, en tout cas, il n'y en avait qu'à Londres. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les Beatles ont dû partir de Liverpool très vite pour vivre à Londres, parce que le business se faisait à Londres et surtout, il n'y avait pas d'autre endroit en Angleterre pour enregistrer de façon un minimum professionnelle. Et c'est vraiment un minimum quand on sait que Abbey Road a été sur 4 pistes, puis sur... 8, juste à partir de 68. Hein, voilà, donc ça dit à quel point, sur une ville comme Londres, les moyens d'enregistrement étaient assez réduits. Donc évidemment, pour des gens comme ça, ils étaient à Londres parce que c'était le seul endroit en Angleterre où les gens pouvaient enregistrer, donc ils étaient disponibles. Est-ce que tu penses que c'est à l'image du fait que les producteurs n'avaient pas confiance en cette bande de chevelus qui débarquait en studio et que du coup ils préféraient faire jouer d'autres mecs à la place des musiciens du groupe, parce qu'on a plusieurs exemples comme ça. Quand on sait par exemple que les albums des Zem, à part Van qui chante, tous les musiciens ont été remplacés. Il y a bien sûr l'exemple fameux de Ringo Starr qui arrive avec sa batterie et qui se fait recaler parce qu'il y a déjà un batteur dont le nom m'échappe là aussi encore. Andy White. Andy White, tout à fait. Voilà, on sait aussi qu'il y a des grandes rumeurs sur le solo de Can Explain qui serait joué par Jimmy Page. C'est pareil aussi sur You Really Got Me. C'est pareil, c'est Shelton Me qui faisait appel à des mecs. Pourquoi ce manque de confiance envers des mecs comme Dave Davis ou comme le guitariste des Zem ou... L'économie. C'est juste que... Pour pas faire moins de prises. Bien sûr. D'accord.
Bon, bah, c'est assez intéressant, mais alors vraiment, Nicky Hopkins, c'est incroyable parce que vous le retrouvez absolument, mais partout. Déjà, pour en ce qui concerne les Stones, c'est simple, il est à peu près là entre 67 et 80. Il revient une fois sur Emotional Rescue, donc il est là quand même assez régulièrement. Et puis bon, voilà, je pense que vous connaissez tous ces parties de piano sans savoir que c'est lui. Où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais plus. Oui, alors le truc assez incroyable, c'est que en fait, Nicky avait une santé hyper fragile. Il pesait 27 kilos hein, au bas mot. Et il joue vraiment surtout. Je me perds un peu. Et donc, Et après, il émigre dans les années 70 aux États-Unis, où là, il vit aux États-Unis. Et où là, il est surtout en fait un membre, il a son ticket dans la bande de John Lennon et Harry Nilsson. Même avant Il enregistre. ça, il joue à Woodstock sur scène avec Jefferson Airplane. C'est lui le pianiste du groupe pendant le set de Jefferson Airplane. Donc, Mais quelque part, j'ai l'impression qu'il suit presque John Lennon. Il semble migrer aux États-Unis en termes de résidence, à peu près au même moment où John Lennon part donc à l'été 71, parce que il a enregistré à Tysoners Park les sessions de Imagine avec lui. C'est lui notamment qui joue la partie de piano. c'est enregistré aux États-Unis, Imagine. Hein. Non, c'est enregistré à Tysoners. Ah oui, c'est bien ce qu'il y a, c'est avant il y a son un départ. mix, voilà, il y a un mix qui est fait à New York, mais on voit bien dans le documentaire Give Me Some Truth que c'est enregistré à Tysoners Park en Angleterre. Bon, alors après, il a quand même fini par faire un peu de scène. Hein. Il participe aux tournées 70, 71, 72 des Stones. Et ensuite, à un moment de la carrière de Joe Cocker où ça va pas très fort pour lui, les producteurs de la tournée décident de lui envoyer des mecs pour qu'il puisse faire la fête. Et ils lui envoient une sacrée brochette de joyeux oiseaux qui sont Bobby Keys et Nicky Hopkins. Donc il finira quand même par faire pas mal de scènes dans les années 70 malgré sa santé fragile. Et il était toujours accompagné d'une nana qui était sa nana, mais qui était en fait quasiment une secrétaire qui s'occupait absolument de tout, parce qu'il était trop fragile pour penser à autre chose qu'à jouer du piano. Et ce qui est dingue, c'est que jusqu'au bout, finalement, jusqu'à sa mort en 94, il a joué quoi. Il est même sur Spinal Tap. Il joue avec encore McCartney à la fin des années 80. Il a quand même un gros trou dans les années 80, entre 82 et 89, mais vraiment, c'est un pianiste. Moi, quand j'en parle, moi j'appelle ça le pianiste qui fait des gouttes de pluie. Un des exemples les plus fameux, c'est son piano à la fin de No Expectation sur Beggars Banquet. C'est absolument à tomber par terre. Et il y en a plein d'autres. C'est sur un single Day Anyway, Anyhow, Anywhere, où sa partie de piano est carrément digne d'un pianiste de boogie. Il est capable absolument de tout faire. Et une sensibilité. Et surtout aussi, je trouve qu'il a vraiment pris part aux arrangements de certains albums. C'était plus qu'un session man à qui on disait tiens, tu joues telle partie. Je veux dire, à un moment, il est quasiment 6e membre ou 5e membre de certains groupes. Oui, de toute façon, je pense notamment qu'il contribue beaucoup à aider les Stones sur Their Satellite Majesty's Request, qui est quand même l'album qu'ils ont fait dans le plus grand bordel, et surtout sans encadrement de production artistique, avec le plus de dénuement de production artistique. Et je pense que lui a été extrêmement important avec John Paul Jones une fois de plus. Oui. Par exemple, je pense à She's a Rainbow. Et donc effectivement, cette proximité avec des gens aussi talentueux et ambitieux que John Paul Jones et Jimmy Page lui a aussi donné pas mal d'assurance pour des choses comme l'arrangement. J'ai envie de mentionner son album solo qui est devenu avec le temps un objet de culte indie. Je connais beaucoup de musiciens de la scène des gens qui ont fait des groupes, etc. ces 20 dernières années, etc. qui citent souvent l'album solo de Nicky Hopkins comme un des trésors cachés de l'histoire du rock, un truc complètement... C'est à peu près vers quelle période il a pu le faire? Dans les années 70, ouais. D'accord. Dans les années 70, évidemment, le casting de qui joue dessus, c'est assez impressionnant. J'espère bien mais voilà, c'est un disque extrêmement
extrêmement prisé, et pas du tout une espèce de fantaisie de rockstar qui jouent entre eux, etc. Mais vraiment quelque chose à écouter, à découvrir, un vrai trésor caché. Donc il est mort assez jeune, à 50 ans. Et en fait, c'est un mec qui avait la maladie de Crohn en fait, toute sa vie, donc ça l'a vraiment handicapé pas mal. Mais qu'est-ce que tu penses dans 50 ans, qu'est-ce qui restera? Est-ce que les gens sauront qui c'est? Enfin, j'imagine bien qu'il y aura toujours des gens pour aller fouiner dans les pochettes de disques, lire les crédits, etc. Mais est-ce que tu penses vraiment que c'est un mec qui va rester et qu'on saura d'où vient... Je pense encore plus, d'autant que dans 50 ans, il y aura plus d'actualité pour tous ces musiciens pour qui il a joué. Donc la mémoire de cette musique va s'entretenir à partir des détails de comment elle a été conçue. Et donc, évidemment, lui étant aussi transversal à participer à tout, il va forcément être amené à devenir son rôle va être rehaussé, je pense, à l'avenir. Ouais, mais on espère que la famille touchera 2-3 trucs. Au niveau du pognon, c'est pas garanti ça. En tout cas, si vous voulez quelques exemples, ça c'est pas le plus révolutionnaire, mais une chanson que j'adore des Easy Beat, Good Times, où il y a d'ailleurs Steve Marriott qui fait des backings. Faut absolument que vous écoutiez ça. Et sinon, après, il n'y a même pas besoin de vous donner d'exemples. Vous l'entendez partout, c'est simple. Une autre curiosité, cette chanson Soul My Sea de Jackie Lomax, enregistrée pour le label Apple, avec un casting quand même assez improbable. Ringo Starr à la batterie, George Harrison et Eric Clapton aux guitares. Je crois que c'est Paul McCartney à la basse. Et donc Nicky Hopkins au piano. Et un piano vraiment très très hopkinsien, un petit peu dans la veine de sa partie de piano sur Jigsaw Puzzle des Rolling Stones, enregistré. Qui m'a hanté toute mon adolescence. Et ce qui est assez rigolo, c'est que les deux chansons sont limite enregistrées la même semaine. Donc, voilà. C'est génial. Donc après, voilà, pour les moins érudits, vous avez vraiment, je dirais, les 3 exemples les plus emblématiques et les plus célèbres, ce serait peut-être Jealous Guy, Angie et You're So Beautiful de Joe Cocker. Ce serait peut-être vraiment les 3 tubes majeurs sur lesquels il joue. Et Revolution des Beatles. Ouais, donc ça veut dire qu'il doit toucher peut-être 7,50€ par an. Et voilà, donc on voulait juste vous faire un petit clin d'œil sur ce Nicky Hopkins. Toujours en freestyle, c'est aussi le but de cette émission. Encore une fois, on n'est pas des grands critiques, enfin pas moi. Heureusement que j'ai mon spécialiste avec moi. On vous embrasse, à plus tard. Il reste des nouilles, Nat? Oui, Nat. Oh, oui, quelle bonne...